Et bien bonjour à tous, c'est Arthur et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo sur le langage C++ cette fois-ci. Alors, les tutos sur le langage C ne sont pas finis du tout, hein, il y a encore des trucs à voir. Mais j'avais envie de faire un autre langage, et en plus le C++, bah il y a du C dedans, hein, du coup, bon, on peut faire d'une pierre deux coups. En gros, alors le C++, déjà pour exécuter du code C++, il vous faut un compilateur qui s'appelle G++, d'accord, on va voir la version ici. Alors moi, évidemment, vu que je suis sur Mac, ça va être un peu différent, mais en soi, c'est le même comportement. Alors pour installer G++ sur Mac, vous installez, hop, voilà, vous installez Xcode grâce à l'App Store. Je crois qu'il n'est même pas ici, mais bon, grâce à l'App Store, vous téléchargez Xcode et il vous téléchargera en même temps le G++. C'est pareil avec le GCC, hein, c'est exactement la même chose. Sauf que lui, il est fait pour le C++. Et du coup, pour le C aussi, étant donné que le C++, eh bien, il englobe le C. C'est fait à base de C, c'est le C. C'est du C, mais avec plus de choses, C++. Sur Linux, vous tapez dans votre ligne de commande sudo apt-get install G++, pareil avec le C, GCC, et vous installera le... Oups, par contre, j'ai pas envie de le taper, moi. Et il vous installera le compilateur, et sur Windows, je suppose que vous le trouvez sur internet, j'en sais rien, je n'ai pas de Windows. Mais il doit être très facilement trouvable. Alors, qu'est-ce qui va différencier, je vais juste prendre mes notes pour rien oublier, différencier du C ici. Parce que vous pouvez mettre vos codes C en C++ avec le compilateur, ça fonctionnera, d'accord? Ça fonctionnera, en général ça fonctionnera, bien qu'il y ait 2-3 petites différences, hein, mais bon ça, sont assez négligeables, dans le cas présent je veux dire. Alors, qu'est-ce qui va vraiment différer ici? Eh bien, le C++ va rajouter énormément de choses, de tout petits bazars comme des très gros bazars, et notamment la programmation orientée objet, qu'on verra dans d'autres vidéos, parce que ça c'est vraiment le gros morceau que je voulais apporter ici. À la base je voulais le voir avec vous en Python, mais ça, ce sera plus tard, hein. Je le dis d'abord, vu qu'on a vu le C, on va voir le C++ juste après. Alors, et on verra aussi, il n'y a pas que l'orienté objet, hein. Il y aura encore bien d'autres choses, et on va commencer ici par introduire le langage avec trois petites nouveautés. Enfin, trois petites, c'est quand même assez grosses. C'est-à-dire, on va voir le type automatique, le type booléen, ça c'est une petite nouveauté. Le type automatique par contre, ça vient du C++ version 2011. Ici je dois avoir la 2017 oui, 2017 je pense, ou celle d'après. Le type automatique on ne l'utilise plus dans la version actuelle, on va dire 2017 ici. Mais en 11 oui, elle marchera, on va le voir, mais on ne va pas forcément beaucoup l'utiliser. Il y a beaucoup de choses qui viennent du C++ 11 qui ont été, on va dire, enlevées pour le C++ d'après, je ne sais pas pourquoi. Ça, il faudra que je me renseigne. Enfin bref. Alors, on va déjà faire un code, le Hello World, le fameux Hello World. On va commencer par inclure, pour montrer que ça marche bien avec le C d'avant, on va inclure stdio.h. Alors, en C++, au lieu de mettre stdio.h, ce qui est une librairie typique du C, eh bien ce qu'on va faire, c'est que on va enlever le point H et on va mettre un petit C devant. Chacune des librairies standards du C, vous mettez un petit C devant en enlevant le point H, avec le nom du header, d'accord? Et donc logiquement ici, on va faire un petit printf hello world, le fameux. Ah oui, j'ai changé la coloration, je trouve un peu mieux. Le fond est plus noir, j'aime bien. Et voilà. Pour compiler, c'est exactement pareil qu'avec GCC, sauf que vous mettez le plus. D'accord? Hop. Alors oui, je vous montre quand même le dossier. Dans mon dossier, il y a juste mon main.cpp avec mon exécutable que je viens de créer. Alors, on va exécuter notre code et effectivement ça marche. Le Hello World, il fonctionne. Alors, en C++, vous ne ferez jamais de printf. D'accord? Printf, c'est du C. Nous, on est en C++ et on utilisera les fonctionnalités du C. Mais donc pour afficher en C++, c'est autrement qu'on va faire. Et ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, probablement la prochaine, sur l'affichage, parce que rien qu'à afficher des choses en C++, il va y avoir plein de trucs nouveaux. Je vous fais un petit teaser. Hop,
printf hello world, on va l'afficher comment en C++. Et bien au lieu d'inclure stdio, on va include iostream. Input, output, stream. D'accord. Je vous expliquerai vraiment ce que c'est dans la prochaine vidéo, mais ici c'est juste pour vous introduire un petit peu. C'est pour ça que ça s'appelle l'introduction. Alors pour faire cela, pour afficher le world en C++ correctement, on fait ceci. std cout avec des chevrons. Alors ici il y a déjà énormément de choses nouvelles. Hello world. Hop. On remet les chevrons. std end l. Alors déjà qu'est-ce que c'est ici? Eh bien on le verra dans une prochaine vidéo, mais je vais vous montrer que ça marche bien. Oups. Voilà. Voilà, ça fonctionne, c'est pareil, mais c'est mieux ceci. Parce que ça va gérer tous les buffers, tout le buffer qu'il y a derrière. Alors, ceci, le cout, c'est pour dire qu'on va utiliser la sortie standard. D'accord. On va afficher notre texte, et ensuite on va mettre un petit retour à la ligne qui équivaut au \n ici. Et en plus, il videra le buffer. Mais bon, ça on verra dans une prochaine vidéo. En plus, il y a ceci, qu'on ne connaît pas. Il y a cet opérateur-là, qui est un opérateur nouveau qu'on va beaucoup utiliser par après. Et cet opérateur-là, qui est aussi très bizarre. Ça, on ne connaissait pas non plus. À part ceci, on ne connaissait rien d'autre. Ok. Et ça, on verra dans une prochaine vidéo. Alors oui, toujours le petit point virgule, hein, c'est pareil qu'on sait. On verra dans une prochaine vidéo. Et vous verrez que c'est très passionnant. Parce que là, tout ce qu'on a fait de l'objet en plus, enfin, un semblant d'orienter objet. On verra ça plus tard. Ok, alors ce que je voulais voir ici, déjà, on va voir le type automatique, par exemple. Yep. Voilà. À l'instar du type int, float, double, il y a le type automatique. On va l'appeler var. On va lui dire, ok, je veux que tu sois initialisé à 3.6, imaginons. Et bien var va être un float ou un double, je ne sais plus comment il l'interprète. Alors, est-ce que ça marche ceci? Parce que je fais jamais de printf, mais vu qu'ici on est dans... On va introduire, on n'a pas encore vu vraiment le cout comme on a vu juste avant. Du coup, je me demande, est-ce que ça marche ceci? Type id var.name. Normalement, ça devrait m'afficher le type maintenant. Est-ce qu'en... Ouais, là il me dit, attention, warning, le type automatique est une extension, est un type spécifié dans le C++ version 11, mais il marchera normalement ici. Voilà. Alors ici il me met juste D, parce que cette fonction-là, le type id, il va chercher le type de la variable que vous mettez là-dedans. Et .name, c'est dire qu'il va chercher le nom du type. Alors ici apparemment il ne met qu'une lettre, type D pour double à mon avis. Et si j'avais mis 3, c'est un type entier. Logiquement, il devrait me mettre i du coup. Voilà, il met i pour le type entier. Ok, voilà, ça c'est un petit truc assez pratique. Il n'y a pas en C, c'est en C++. Ok. Alors oui, hein, tout ce qu'on a vu en C++, je vais pas en C, je vais pas le revoir en C++. Hein, tout ce qui est fonction, tout ça, je vais juste voir ce qu'il y a en plus. Par exemple, pour les fonctions, il y a la surcharge, par exemple, des fonctions. Il y a les opérateurs définis par défaut, les variables affectées par défaut. Ça, on verra ça dans une autre vidéo, je ne vais pas tout faire ici. Ici, on va juste voir le type auto. Le type booléen, alors on va le mettre en type auto, en premier. Booléen, c'est quoi? Une variable booléenne, c'est quoi? C'est une variable qui prend deux états, soit de vrai, soit de faux. Ça remplace nos vieilles variables, on mettait int, var est égal à 0 ou 1, pour spécifier un état. Ici, c'est false, donc faux, ou vrai, true. D'accord? Ça marche aussi avec la variable auto. Maintenant, la variable auto, on n'utilise pas, ça sert à rien. Enfin, ouais, franchement, ça ne sert vraiment pas à grand chose. Nous avons un langage typé, int, float, double, booléen. Du coup, on va pas s'embêter avec un type générique comme ça. Pour faire de la généricité comme ceci, on va en Python. On n'est même pas obligé de mettre le type auto. En Python, ça marche. Enfin bref. Du coup, pour faire une variable booléenne, c'est de type bool. Ok. Vous faites var est égal à true. Voilà. Alors, true, ça doit être 1 et false, ça doit être 0. On va l'afficher parce que le printf ne sait pas afficher de booléen. Hein. Du coup, à mon avis, ça va être un entier. On va voir ça. Yep. Voilà.
voyez, true c'est 1, et normalement, logiquement, false, ça doit être 0. Donc, on va pas s'attarder là-dessus, voilà. Ok, donc vous pouvez faire des... Ouais, c'est juste pour la lisibilité ici, hein. C'est vraiment juste ça. Vous pouvez faire if var, donc si var est faux ou vrai, et vous rentrez dans la condition. Je vais pas revoir tout ce qui est if non plus, hein. On va pas exagérer non plus, on a déjà vu ça dans les tutos précédents dans le C. Donc si vous voulez, vous êtes obligé de voir, de connaître le C pour faire du C++. Hein. Je ne vais pas refaire tous les mêmes tutos, ça ne sert strictement à rien. Alors oui, je pense que je vais d'abord faire l'allocation dynamique. Il y a des petits changements. On n'est plus obligé de faire, on va quand même inclure le header, include cstdlib, voilà, donc stdlib.h, hein, qui vient du C, on spécifie avec le petit C devant. Imaginons nous avons un entier A, et on veut lui allouer dynamiquement une valeur. Eh bien, avant on faisait quoi? On va faire un petit cast ici, sinon je vais avoir warning avec G++. On faisait un petit malloc. De quoi? De la taille d'un entier, on voulait allouer un entier, voilà. On faisait une potentielle vérification, mais ici on ne va pas le faire. Et ensuite on utilisait la case mémoire qu'on avait allouée pour lui attribuer une valeur, et on l'affichait avec printf, comme ceci. Et on n'oubliait pas à la fin, hop, de free le petit a, pour libérer la mémoire. Je ne vais pas refaire un tuto non plus là-dessus sur l'allocation dynamique, tout est dans le C, donc tout ce qui est en détail. Et là ça fonctionnait. Et lorsqu'on ne faisait pas ça, ben, il y avait un risque qu'on touche une case mémoire que l'on ne puisse pas utiliser, étant donné qu'on n'a rien alloué. Voilà. D'ailleurs ici, ça c'est le free qui ne fonctionne pas. Mais si vous utilisez un nul, bon, je crois pas que ça bug ici, je suis pas sûr. Ça dépend du système aussi d'exploitation. Voilà, segmentation fault, on a essayé d'accéder à une zone mémoire qu'on ne pouvait pas utiliser. Enfin bref, le malloc qui sert à ça, à allouer de la mémoire que l'on peut utiliser. Ok. Eh bien, en C++, nous ne sommes plus obligés de faire ceci, une longue ligne illisible. On peut faire, ok, je veux allouer un seul entier, et bon, au lieu de faire ça, on fait, j'alloue un nouvel entier. Hop, et ça fonctionne. C'est équivalent. Et pareil pour le free, vous n'êtes pas plus obligé d'utiliser le free, vous pouvez utiliser le mot-clé delete du C++ avec l'adresse que vous voulez désallouer. Hop, et hop, et ça fonctionne. Alors pareil pour les tableaux, on va créer un vecteur, donc on fait un nouvel entier, mais combien d'entiers? Nous en voulons 10 par exemple. Ouais, et là ça fonctionne, mais attention, ici, voilà, là il vous met un warning, ça fonctionne, mais pour la désallocation, le delete tout seul ne fonctionne pas. Ici, il faut mettre un delete avec des crochets pour spécifier que l'on désalloue un vecteur. D'accord? Si vous ne mettez pas les crochets, eh bien il va juste effacer, à mon avis, la première case. Donc là, on veut tout le tableau, et du coup, vous faites comme cela. C'est pareil si vous voulez faire comme ça. Ah oui. Ah oui, mais c'était pas... Ouais, c'est... Merde. Je suis en train de m'embrouiller dans mes trucs. Ouais, non, on va utiliser juste les... Voilà, les vecteurs. Ce qui nous intéresse. Voilà, là, ça fonctionnera. D'accord? Vous spécifiez les crochets lorsque vous voulez désallouer un vecteur. Sinon, si vous avez juste une variable classique, vous enlevez les crochets. Ok, donc là, c'était ce qui changeait avec l'allocation dynamique. D'accord? En gros, ce qui se passe. Bon, je suis étonné quand même. Hop. Ça ne marche pas. Il ne veut pas. Ah oui, il fallait pas spécifier un nombre au départ. Enfin bref, bon. Ça, il ne veut pas. J'ai un trou là. Très bizarre. Bon. Enfin bref, on va pas s'attarder là-dessus. Je voulais juste vous montrer les nouveaux mots-clés pour l'allocation dynamique. Ensuite, le plus important, une grosse nouveauté du C++, et ensuite on s'arrêtera là pour cette introduction, ce sont les références. Alors, on connaissait, on va déclarer une variable de type var, de type entier plutôt, on va lui mettre la valeur 10, on connaissait les pointeurs, on faisait pointer un pointeur sur
une variable, ici de type entier, et on affichait, on pouvait l'utiliser comme une variable classique en mettant une petite étoile, et là ça fonctionnait. D'accord? Et on voyait aussi par exemple pour les structures, on va refaire une petite structure, ça on aura tous les exemples. Hop. Alors la location dynamique marche aussi avec les structures, hein, avec le new et delete. Donc on va créer une structure avec un entier et en double. Voilà. Du type S. Voilà. Ça c'est commencé, les structures fonctionnent pareil. On verra par après avec l'orienté objet comment est-ce qu'on peut améliorer les structures. Et ensuite on passera aux classes. Hop, on va créer une structure S. On va mettre 3 et 3, 14. Voilà. On va tout faire avec ça. Hop. On va voir. Donc alors, avec Peter, pour accéder au champ, n'oublie pas, on mettait une flèche. Des, hop. Float, voilà. Logiquement, j'ai fait. Ah oui, ici. On va l'enlever. Et on va faire pointer le pointeur sur notre variable S. Là. Et logiquement, voilà, ça fonctionne. On affiche bien toute notre petite structure. D'accord? On avait le pointeur, c'était vraiment très pratique. Alors maintenant, il y a autre chose que le pointeur ou que la variable classique, c'est ce qui s'appelle la référence. Alors, comment est-ce qu'on déclare une référence? On va voir ce que c'est juste après. On déclare comme ceci. Au lieu de mettre une étoile, on met directement cet opérateur-là, et on va l'appeler ref, et on dit ref, eh bien, il va être une référence sur notre variable S. Ok? Voilà. Comment est-ce qu'on peut utiliser la référence maintenant? Je dois vous expliquer après à quoi ça sert. Eh bien, ref, on peut utiliser ça comme ça, comme une variable classique, et ça fonctionnera. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, en fait, c'est un peu comme une petite alternative au pointeur qui est vachement utile. On va voir pourquoi c'est assez subtil. Alors, une référence peut être comme un alias, ok, comme un clone, vraiment un clone propre, un vrai clone d'une autre variable. Ici, on va enlever le pointeur. Ici, ref, c'est un clone de S. C'est exactement la même variable. Il se réfère à S, d'accord? C'est-à-dire que si je modifie ref.i est égal à 166, on va afficher S en tant que structure, eh bien S va être modifié. C'est un clone, c'est la même variable, d'accord? Ref est une référence sur S. Et en plus, donc c'est un peu comme un pointeur si vous voulez, vous pouvez utiliser la syntaxe d'une variable classique, sans vous soucier de mettre des flèches ou des étoiles. Vous voyez, c'est très pratique. Donc pour la lisibilité, c'est excellent. Ref ne doit être initialisé qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas lui réattribuer quelque chose d'autre. Il ne clone une variable qu'une seule fois. Par exemple, vous ne pouvez pas refaire. Bon, imaginez que c'est une autre variable. Vous ne pouvez pas réattribuer. On va prendre une autre variable. C'est mieux. Hop, on va mettre 0, on s'en fiche. Ah oui, bah oui. C'est moi qui suis un peu débile. Bah justement, on a l'exemple. C'est pas une erreur que ça va provoquer. Ah oui, pourquoi je mets O? Ouais, ici, le truc. Donc là, ça marchera. Voilà. Mais le truc, c'est que vous ne pouvez pas réaffecter à votre référence, à la référence, je parle bien de la référence, une nouvelle variable. Vous ne pouvez pas cloner une nouvelle variable. Parce qu'en essayant ça, en disant ok, ben ref, je veux que maintenant il se réfère à C, et bien le problème c'est que ce qu'il va faire, c'est que S, ici, donc ref c'est un clone de S, et bien vous allez copier C dans S, en fait. D'accord? On peut faire un petit C ici. C équivaut 0, hein, je rappelle. Voilà. Ici, on a modifié logiquement, pour un débutant, il va penser que ref va se référer à C maintenant. Du coup, que C.i va valoir 666, mais non.
ce n'est qu'une copie que l'on a fait. On a copié C dans ref, dont ref est une référence de S. Du coup, ce qu'on a modifié, ce n'est pas ref, c'est S. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est assez subtil, il ne faut pas se tromper, il faut s'entraîner un petit peu avec ça. Mais c'est vachement pratique. Donc en gros, il ne peut être initialisé qu'une seule fois. Et aussi, une référence doit être initialisée. C'est obligé. Sinon, ça ne marchera pas. Vous voyez? Il doit être initialisé. Hop. Et vous ne pouvez pas prendre l'adresse d'une référence. On va faire l'exemple ici. On va garder ça. %p. On ne peut pas. Si vous prenez la... on va faire un exemple comme ça. Hop. Voilà. Donc là, vous aurez une adresse. Mais cette adresse-là, c'est pas l'adresse de la variable référence. C'est l'adresse de S. On va l'afficher aussi. Hop. Vous voyez, c'est exactement la même adresse. Il faut faire attention. Une référence, du moment où vous déclarez votre référence, eh bien celle-ci n'est plus un type référence de S, c'est devenu un clone de S. D'accord? C'est vraiment le clone. C'est ref CS. D'accord? C'est pas comme un pointeur où un pointeur reste une variable qui contient une adresse. Non, elle, c'est vraiment le clone d'une variable. D'accord? Ok. Alors, je regarde si je vais encore parler d'autre chose. Alors, c'est un alias, doit être initialisé qu'une seule fois. Elle doit être initialisée. Vous ne pouvez pas dire, ok, c'est un nouvel... Vous pouvez pas dire que c'est une allocation dynamique en mettant un nouveau S. Ça ne marchera pas, évidemment. Ce n'est pas une adresse que vous voulez caser. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire une référence sur un pointeur. Donc là, on va faire un nouveau S. Là, ça mettra des erreurs après, je crois. Ah oui, mais non, du coup, oui. Parce que là, ça va être une valeur qui n'est même pas... Ce n'est même pas une variable, ça, c'est une adresse qui ressort d'une fonction, entre guillemets. Comme si c'était un malloc. Du coup, pour que ça marche... Ah oui, désolé pour le nom de variables qui ne sont pas très inspirants. Comme ceci, il faut qu'il se réfère à une vraie variable. C'est toujours une référence à une variable, un clone. Pourquoi tu veux pas... Ah. Attends, qu'est-ce qu'il me fait là Non, c'est pas... Ah, je m'embrouille. Attendez, on va tout effacer. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas me faire une référence ici? Donc là, on s'en fiche. Hop. Attends. Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah non, c'est bon, voilà. Donc là, ici, vous pourrez. Parce que vous avez une variable qui est initialisée. D'accord? Qui est déclarée. Et vous pouvez l'affecter. Parce que c'est un pointeur, et lui, c'est quoi? C'est une référence sur un pointeur de S. D'accord? Donc ça marchera. Alors, on ne peut pas le réaffecter, ça je l'ai dit. Il se déréférence automatiquement, bah, comme on l'a vu ici. Par exemple, vous avez une autre variable. On va prendre G est égal. Il se déréférence automatiquement, c'est-à-dire, il n'y a pas besoin de mettre une étoile, ok? Il n'y a pas besoin de mettre étoile ref. Plutôt, pas besoin de mettre une flèche, hein. Vous pouvez utiliser directement la syntaxe de base d'une variable en mettant un point. On ne peut pas connaître son adresse, ça on l'a vu. Alors oui, à savoir aussi que ceci, en soi, c'est un pointeur, d'accord, mais qui se comporte comme le clone d'une variable. Alors une dernière chose, à quoi ça sert? Déjà à la lisibilité, on a vu, et aussi, on va faire une petite fonction. Au passage de fonction, on va voir deux exemples. Elle va prendre une référence qu'on va appeler ref toujours. Hop. Et on va afficher, on va recopier ça, on va pas se casser le cul. Hop. Ceci. Là, ref.i et ref.d. On le passe ici, donc comme un pointeur, il ne va pas faire une copie complète de la variable qui va passer en paramètre. On va juste faire G flèche i. Ah bah non, on va le modifier par rapport à la référence, ce sera mieux. .i égale à 9 et ref.au moins 3,14. On va faire un petit print. On va appeler la fonction. On va mettre la ref. Il n'y a même pas besoin de mettre un et commercial ou une étoile. Hein. C'est comme si c'était la variable.
Ah oui, ah bah oui, c'est un pointeur qu'on contient pour éviter l'ambiguïté. On va faire comme ceci. Là. Ça marche. Hein. Vous le passez comme un pointeur ici, il va juste mettre une adresse en fait. Juste une référence en gros. Il va pas recopier toute la structure. Il va juste recopier l'adresse. D'accord. Alors, une autre utilité, parce que là on peut utiliser comme pointeur, un autre truc qui est vraiment bien, c'est lorsque vous voulez retourner une valeur temporaire. On va enlever ceci, on va utiliser quelque chose de plus utile, de plus parlant. On a un entier A, d'accord, on va l'initialiser à 0, et on veut que A soit égal à au carré d'un certain nombre, on va dire le carré de 12, donc à la fin on devrait avoir affiché 144, et on va définir notre fonction. Notre fonction va retourner un entier carré d'un autre entier. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est on va prendre, imaginons, on va pas retourner directement i fois i par l'exemple, on va faire i est égal à i fois égal i. I est égal à i fois i, donc le carré, et ensuite on va retourner. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Bon, logiquement, ça devrait fonctionner, mais ici on n'a pas encore fait apparaître notre référence. Hein. Donc on a bien 144. Maintenant, ce que l'on va faire, je ne sais pas pourquoi j'éclaire un entier. On va mettre directement une référence. Ce qu'on va faire, c'est on va utiliser une variable temporaire ici, ce sera plus parlant. Temp est égal à i fois i, et c'est lui qu'on va retourner, ce sera plus parlant, vous allez voir. On va pas utiliser directement la référence, on va utiliser une référence constante. Et lui, ce qu'il va faire, c'est... on va mettre... C'était quoi que j'avais mis 12, voilà. On va voir si ça fonctionne, si pas fait d'erreur. Ok, c'est bon, ça marche. Alors ici, qu'est-ce qui se passe? A priori, il n'y a pas de différence. Mais c'est à l'intérieur que ça diffère. Alors, tout à l'heure, lorsqu'on retournait la valeur et qu'on la stockait dans un entier, eh bien, l'entier A, il prenait la valeur de retour et il la copiait dans sa case mémoire. D'accord? Il l'a copiée. Il y avait une copie. Eh bien, ici, il va copier seulement l'adresse, en gros, de la variable temporaire. Alors, ça paraît bizarre, parce que ce qu'on avait vu dans les anciennes formations, c'est que une variable temporaire, à la fin de la fonction, elle est détruite. D'accord? Eh bien, ici, c'est une exception. Lui, il va faire quoi? Ok, je vais me référer eh bien, à la variable temporaire ici. Et du coup, elle ne va jamais être détruite. Elle va exister le temps de l'existence de la référence qui la récupère. Il n'y a pas de copie de valeur, mais une copie d'adresse, en fait. D'accord? Donc, imaginez, vous avez une méga structure qui fait 300 octets, et bien, que vous remplacez tous les int hein, par la structure, et bien, il ne retournera pas toute la structure, il retournera juste l'adresse. Du coup, il n'y a pas de copie ici. Il n'y a juste pas de copie. Ce qui est vraiment pratique en termes d'optimisation. D'accord? D'ailleurs, on peut faire l'expérience. On va afficher l'adresse de TMP et l'adresse de A. Ah, il ne veut pas, mais pourquoi tu ne veux pas? Dans la copie. Je me suis trompé quelque part. Ok. Je suis très bizarre, toi. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu? Service local, oui, mais logiquement, ok. Je sais qu'il ne copie pas. C'est un passage. Ah, mais il doit créer une nouvelle. Ouais, c'est ça, il crée une nouvelle référence. Je vérifie dans mes notes. Ah oui, c'est la valeur retournée
Ouais, c'est moi qui me trompe en fait. Je vais tester un truc. Testons. Ah bah voilà. C'est bon, j'ai réglé le souci, je sais pourquoi ça ne le faisait pas. En fait, voilà, le truc en gros, c'est qu'il va créer une nouvelle référence ici, et retourner justement cette référence-là. Donc il y aura juste une copie de l'adresse de la nouvelle référence, ok. Mais, donc une copie de l'adresse de la nouvelle référence, sans copie de valeur, d'accord. Donc c'est pas vraiment la variable à proprement parler qui est retournée, c'est vraiment, enfin ici, c'est pas variable à proprement parler qui est retournée, c'est vraiment qui crée une nouvelle référence. C'est pour ça que j'ai fait une constante ici, c'est parce que on voit bien que ça a marché. Donc TMP est bien détruite, d'accord. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure, TMP est bien détruite, mais c'est une autre référence qui va être créée ici, qui va être retournée, d'accord. C'est une nouvelle adresse. Voilà. On peut pas tout retenir parfois. Mais tant pis, je me suis bien attrapé. Ok, donc voilà en gros, je voulais voir tout ça, donc type auto, type booléen, l'inclusion des headers en C, l'allocation dynamique, ce qui a changé, et aussi, le plus important, les références, ok. Parce que ça, on va beaucoup, beaucoup, beaucoup les utiliser. Ok. Voilà, hop, pop, pop, pop. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que ça marche aussi? Enfin, ça, je crois qu'il m'avait mis un petit... Ouais. Donc là, c'est du plus. Hein, là, ça marche aussi. Mais la variable est détruite, du coup, ce n'est pas logique. Ce qu'on pourrait faire, c'est un truc comme ceci. Bon, là, c'est juste pour le kiff. Hein, mais je ne sais pas si ça peut marcher. Non, ça ne marchera pas. Je suis en train d'essayer de gruger un petit peu, là. Statique. On teste des trucs, hein, c'est ça que j'aime bien en programmation, c'est qu'on teste pas mal de choses. Ah bah voilà, je fais une erreur, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, on va tester. Là, ça fonctionne. Voilà. Alors, donc j'ai créé ce qu'on appelle une variable statique. Donc, comme on sait, c'est pareil, le même principe. Cette variable-là va vivre le temps du programme. Hein. Elle ne va pas être détruite à la fin de la fonction, l'exécution de la fonction. Elle va vivre jusqu'à la fin du programme. Et c'est une référence sur quoi? La variable temporaire ici. Et ce que je retourne, bah, c'est cette variable statique. Du coup, on peut retourner une référence. Okay. Mais ça, ce sera utile. Ce sera très utile lorsqu'on fera de l'orienté objet. Là, ça ne sert à rien du tout, franchement. Ça, c'est de la merde. Mais en orienté objet, vous verrez. Dans les classes, dans les méthodes, tout ça, tout ça. Et c'est pour ça que je fais C++ aussi. C'est parce que l'orienté objet est très, très, très complet. On va voir ça bientôt. Pourquoi? Parce que bientôt, je vais sortir plein de vidéos. Plein, plein, plein. Donc là, j'ai mis 2 semaines à sortir celle-ci. J'ai mis 2 mois à sortir la précédente. Bientôt, je vais avoir 2 semaines de battement où je serai seul à la maison et où je sortirai mes vidéos. Parce que je ne fais des vidéos que quand je suis seul à la maison. Sinon, je n'aime pas. Je ne suis pas allé. Enfin bref. Voilà. J'espère que ça vous aura plu, cette petite introduction au C++ avec les petites nouveautés. On en verra encore plein, hein. Il y a les espaces de nom, les classes, les fonctions, les surcharges de fonctions, d'opérateurs. Il y a plein de trucs, les templates, la gestion des erreurs, il y a plein de trucs. On fera le parallèle aussi avec d'autres langages de programmation, comme avec le Java, C#, Python, le Lua, n'importe quoi. On fera des petits parallèles comme ça on apprendra un petit peu plein de langages à la fois. Ce sera drôle. Parce qu'une fois qu'on a appris le C++, bah on peut apprendre tous les langages ultra facilement, franchement. Et donc, merci d'avoir regardé la vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui ne tardera pas à venir. Tchuss!